Nouveau record cette semaine pour le prix du baril de pétrole, 115 $, un record historique. À ce prix-là, certains gisements deviennent rentables. Au Canada, par exemple, Françoise, c'est la ruée vers l'or noir. Et très précisément, c'est à l'ouest du Canada, dans les sols de la province de l'Alberta, que se trouve aujourd'hui la deuxième réserve de pétrole au monde. 1 million de barils par jour est produit là-bas. Mais à quel prix? Le pétrole canadien est englué dans des couches de sable. L'extraire demande de l'eau, beaucoup d'eau, et des dépenses gigantesques en énergie. Résultat, les conséquences de cette exploitation sont dévastatrices pour l'environnement. Forêts sacrifiées, rivières et lacs pollués, plus acides, plus grave encore, ce désastre écologique est de dimension planétaire, avec d'énormes émissions de gaz à effet de serre. Direction les grands espaces de l'Alberta, la dernière frontière du pétrole. Et c'est Patrice Lorton qui a traversé ce nouvel Eldorado. Voici son carnet de route, la ruée vers le sable pour quelques barils de plus. Dans les premiers kilomètres, je n'ai pas vu le danger. Pourquoi le loueur de voitures avait-il tant insisté sur cette autoroute 63? La plus meurtrière de tout l'ouest canadien, disait-il. Au volant, rien de bien terrible pourtant. Et puis j'ai compris. Les camions. D'interminables camions. Des chargements géants. Et même une maison sur roue. 175 mètres carrés habitables, à livrer clé en main. Sur l'adresse, pas d'erreur possible. Il n'y a qu'une seule ville au bout de la route. La voici, Fort McMurray. Ancien refuge de trappeurs. Aujourd'hui, ville champignon. Cette maison viendra se juxtaposer à des milliers d'autres, tout étrangement semblables. Fais attention, il y a une pierre là. Personne ne prend plus le temps de construire. Mais à Fort McMurray, même le préfabriqué est hors de prix. Cette maison, ils la vendent 320 000 € en ce moment. C'est cher? Oui, mais c'est Fort McMurray. Il y a 3 chambres, donc c'est pour une famille de 6 personnes, disons. Mais le plus souvent, c'est des célibataires, des colocataires. C'est vraiment fou ici. Il y a tellement de travail avec les oil sands. Oil sands, en français sable bitumineux, c'est-à-dire du pétrole. Pas le pétrole classique. Dans la région, il ne jaillit pas. Il reste englué, imbibé dans des couches de sable souterraines. Sous la forêt boréale dorment des milliards de barils. Les deuxièmes gisements au monde, juste après l'Arabie Saoudite. Alors, puisque partout ailleurs les réserves s'épuisent, ici c'est la ruée. C'est, paraît-il, du ciel que ce boom pétrolier se voit le mieux. Je loue un petit avion. D'abord, il y a la forêt boréale, à perte de vue. Et puis, cette tache sur l'horizon. Encore quelques minutes, et la Terre ressemble à la Lune. Plus un seul arbre, plus une seule racine. Les machines rabotent la surface. C'est une mine à ciel ouvert, une mine de pétrole. Vue d'avion, les pelleteuses et les camions de chantier ont l'air de jouets. Mais dans cette seule mine, ils ont déjà remué plus de terre qu'il n'en a fallu pour construire la Grande Muraille de Chine, les pyramides d'Égypte et le canal de Panama. Les raffineries vont ensuite séparer le pétrole, le décoller du sable. Elles utilisent de l'eau, beaucoup d'eau. C'est pourtant une ressource rare dans cette région semi-aride. Été comme hiver, l'eau du fleuve est pompée, recyclée, puis rejetée. Là, on survole les bassins de décantation. C'est là qu'ils rejettent les eaux usées, parce qu'elles sont pleines de produits chimiques et de métaux. Mais faut-il se laisser impressionner par ces images aériennes? Que le paysage soit balafré ne veut pas dire que les sols sont pollués. Et les cheminées crachent peut-être seulement
de la vapeur d'eau. Parfois, les pétroliers préservent la forêt. Me voici sur l'une des concessions du français Total. Autre cas de figure, l'exploitation se fait sous terre. Tom Davis dirige les opérations. Ici, pas de pelleteuse, le bitume est trop profond. Profond, donc difficile à extirper. Plus solide que liquide, il ne se laisse pas pomper. À moins de le chauffer, de le liquéfier. Ça, c'est la vapeur qui vient de notre usine. Ça vient par là et on l'injecte. La vapeur descend par ce tube et se diffuse sous terre le long d'un deuxième tube, le tube qui collecte. Je vais vous montrer. Réchauffé, le bitume est moins visqueux. Il est possible de l'aspirer. Ça, c'est le puits lui-même. Le pétrole remonte le long du tube de collecte et on l'achemine vers l'usine principale. Sur le papier, le procédé est ingénieux. Sur le terrain, il se révèle vorace, en énergie. Total brûle de grosses quantités de gaz naturel, d'abord pour générer la vapeur, ensuite pour raffiner ce qui sort de terre. Consommer des hydrocarbures pour produire des hydrocarbures. Pour les uns, c'est une gabegie absurde. Pour les autres, un calcul qui se tient. En tout cas, cette extraction à la vapeur relâche 3 fois plus de gaz à effet de serre que la normale. C'est le premier stade où on voit vraiment l'eau et le pétrole qui se séparent. L'eau plus légère va vers le haut, le pétrole reste au fond. Et là, vous pouvez voir un premier échantillon de pétrole. On appelle ça l'or noir. C'est comme ça qu'on appelle le pétrole en Alberta. Prix de revient pour Total, 40 $ le baril. Prix de vente, autour de 100 $. Rentable, mais polluant. Le jeu en vaut-il la chandelle? Je vais me faire une religion auprès d'un des plus grands scientifiques canadiens, dans son laboratoire d'Edmonton. D'habitude, un chercheur, ça doute. Mais David Schindler a acquis quelques certitudes. Et ce spécialiste mondial de l'eau ne mâche pas ses mots quand on lui parle de cette ruée vers l'or noir. C'est probablement l'exemple du développement le moins durable du monde. En plus du gaspillage et de la pollution de l'eau, c'est une énorme source de gaz à effet de serre. Et avec un rendement épouvantable. Grosso modo, il faut brûler 1 baril pour en extraire 2. Si on devait comptabiliser ce que coûtent les émissions de carbone, le changement climatique, l'eau gaspillée, ces bassins qui resteront toxiques pendant des siècles, ou encore les travaux de réhabilitation quand les mines s'arrêteront, si on devait comptabiliser tout cela, alors il n'y aurait plus du tout d'argent à faire avec les sables bitumineux. C'est peut-être parce qu'ils se savent attaquer que les pétroliers refusent toutes mes demandes de tournage. Total a dit oui, mais les plus anciens, les plus gros, ceux qui détiennent mines et raffineries, ceux-là font profil bas. Je vais pénétrer dans la forteresse, grâce aux Indiens. Lisa est de la tribu Athabasca Chippewan. Toutes les concessions pétrolières sont aussi territoires de chasse pour les Indiens. Alors les industriels mettent les formes. Ils entr'ouvrent parfois leurs portes aux chefs de tribu et aux spécialistes en environnement, comme Lisa. Je me suis équipé d'une caméra cachée. Lisa me fait passer pour son chargé de communication. Elle prend un gros risque. Cette visite n'était pas programmée. Il y a eu une fuite toxique dans le fleuve ce week-end. Les tribus ont officiellement demandé des explications. Panoplie de sécurité pour tous et masque. Dehors flotte une puissante odeur de soufre. La raffinerie brasse de très gros volumes. Pour des raisons juridiques, elle ne sera pas nommée. Nous voici sur site pour comprendre les raisons et l'ampleur de cette fuite toxique. On a le droit de rejeter dans la rivière l'équivalent de 300 kg de résidus pétroliers par jour.